Il y a certaines femmes. Après leur divorce, les gens qui les croisent s'arrêtent un instant. Quelque chose a changé chez cette femme. Mais personne ne saurait dire exactement quoi. Plus jeune? Non, c'est bien plus que ça. Plus vivante. Cette fatigue familière sur leur visage a disparu. À sa place, quelque chose d'entièrement nouveau. Et tout le monde pose la même question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? De la chirurgie esthétique? Un nouveau compagnon? Elle s'est mise au sport? Rien de tout cela. La question est mal posée. La vraie question, c'est celle-ci: pourquoi le divorce a-t-il rendu cette femme plus belle? Qu'a-t-elle traversé dans son mariage pour se transformer à ce point? Carl Gustav Jung l'avait compris il y a des décennies. La pression exercée sur l'âme façonne le corps. Vieillit le visage. Et quand cette pression disparaît, le corps se souvient. Il se souvient de sa jeunesse, de ce qu'il était avant. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait que les neurosciences confirment aujourd'hui. Et dans cette vidéo, tu vas plonger au cœur de cette vérité. Mais je te préviens. Ce voyage n'est pas qu'une simple histoire de beauté retrouvée après un divorce. C'est l'histoire d'une rivière qui coulait sous la glace depuis des années, et qui refait enfin surface. Imagine une femme. Mariée. Vue de l'extérieur, tout est en ordre. Les enfants, la maison, la routine. Mais si tu regardes son visage de plus près, ces cernes sous les yeux ne viennent pas du manque de sommeil. Ce sillon profond sur le front ne vient pas de l'âge. Cette mâchoire perpétuellement serrée, ce n'est pas une habitude. Cette femme ne vieillit pas. De l'intérieur, elle se pétrifie. Lentement. En silence. Jung n'aurait pas simplement parlé de refoulement de l'ombre. Il aurait décrit une forme bien plus dangereuse. La construction d'un faux soi. Dans une relation avec un narcissique, une femme perd sa propre voix. Mais cette perte ne survient pas d'un coup. Elle se fait goutte à goutte, au fil du temps. D'abord, tu renonces à tes opinions. Ce n'était pas si important, de toute façon. Tu renonces à tes émotions. J'exagère sûrement. Puis à ton propre corps. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus ce visage. Mais tu normalises même ça. C'est la vie. Je vieillis, c'est tout. Non. Tu ne vieillis pas. Tu te gèles. Et ce gel n'est pas qu'une métaphore. Les neurosciences l'expliquent aujourd'hui très concrètement. Face à une menace, le corps humain produit 3 réponses. Combattre. Fuir. Ou se figer. La 3e, personne n'en parle. La théorie polyvagale, le modèle du système nerveux développé par Stephen Porges, décrit ce figement en profondeur. Le nerf vague, selon réseau nerveux qui s'étend du cerveau jusqu'aux intestins, fait quelque chose sous la menace chronique. Il se ferme. Il met le corps en mode économie. Le rythme cardiaque ralentit, mais ce n'est pas du repos. C'est une reddition. Les muscles du visage perdent toute expression. La voix devient monotone. Le regard se vide. De l'extérieur, on voit une femme calme. À l'intérieur, ce n'est pas une tempête, c'est une ère glaciaire. Et cette glaciation laisse des traces très concrètes dans le corps. Le fascia, ce tissu conjonctif fin qui enveloppe les muscles, les organes, tout stocke la tension. Sous le stress chronique, le fascia se durcit, s'épaissit, se stratifie. Cette rigidité inexplicable, sur le visage, c'est exactement ça. Ce ne sont pas les muscles. C'est la mémoire émotionnelle verrouillée par le fascia. Dans une relation narcissique, une femme subit ce verrouillage pendant des années. Chaque mot ravalé s'inscrit dans la mâchoire.
Chaque cri étouffé, dans la gorge. Chaque larme retenue, autour des yeux. Le corps fonctionne comme une archive, et il n'efface rien. Maintenant, reviens à toi un instant. Cette petite contraction dans le ventre quand tu prends ton téléphone. Cette pensée qui te traverse avant même de lire le message, qu'est-ce que j'ai encore fait? Cette posture qui se redresse par réflexe quand la porte s'ouvre. Ce faux sourire. Tu l'as tellement répété que tes muscles le produisent en automatique. Ça te parle? Jung disait que chaque émotion refoulée crée une empreinte dans le corps. Quand l'âme ne peut pas parler, c'est le corps qui prend la parole. Et le corps ne sait pas mentir. Celle qui lutte contre son ombre dépense une force intérieure immense. Cette force, normalement, répare le corps, renouvelle les cellules, te maintient vivante. Mais toi, tu l'utilises pour te combattre toi-même. La tension dans sa mâchoire, ce sont les mots qu'elle a ravalés. Les rides sur son front, c'est la carte de l'hypervigilance permanente. La douleur dans ses épaules, c'est le poids invisible qu'elle porte. Tout s'inscrit dans le corps. Alors ces femmes qui rajeunissent, qu'ont-elles fait? L'exact opposé. Elles ont pris conscience du gel. Elles se sont souvenues qu'une rivière coulait encore sous la glace. Elles ont cessé de combattre leurs ombres et ont choisi de les rencontrer. Ce n'est pas un processus facile. Ça fait mal. Ça humilie. Ça détruit. Mais ce qui vient après la destruction, c'est le dégel. Le craquement de la glace. L'eau qui se remet à couler pour la première fois. Sur le visage d'une femme réconciliée avec son ombre, tu vois quelque chose. Une douceur étrange, qui n'a rien de forcé. Parce qu'elle ne se bat plus contre elle-même. Quand cette guerre intérieure prend fin, le visage retrouve son état naturel. La posture change. Parce que ce poids invisible a été déposé. Et de l'extérieur, tout le monde dit la même chose, comment cette femme a-t-elle pu rajeunir comme ça? La réponse est simple. Elle a cessé de se consumer elle-même. Cette femme est comme une rivière sous la glace. L'eau est toujours là. La vie est toujours là. Mais la surface est gelée. Personne ne voit le courant en dessous. Elle-même a oublié que cette eau existait. Alors comment cette glace fond-elle? Le divorce est parfois le tout début de ce dégel. Là où tu croyais que tout était fini, c'est là que tout recommence. Or, il y a une vérité que la plupart d'entre nous refusent d'entendre. Autour du mot « divorce », il flotte un air de funérailles. La société le présente comme un échec. La famille est brisée. Le foyer est détruit. La femme n'a pas réussi. Et si c'était exactement l'inverse? Et si c'était un recommencement? Et si ce qui s'est effondré n'était qu'une prison? Et si ce qui a éclaté n'était pas la femme elle-même, mais la couche de glace qui la recouvrait? Quand Jung parlait du concept de persona, c'est précisément cela qu'il décrivait. La persona, c'est le masque que nous montrons au monde. Cette enveloppe extérieure façonnée par les attentes de la société. Et dans une relation narcissique, ce masque n'est même pas le choix de la femme. C'est le narcissique qui l'écrit. Qui le sculpte. Qui le colle sur son visage. Ici, chaque rôle passe par son approbation. Le masque de « la bonne épouse ». Le masque de « celle qui ne fait pas d'histoire ». Le masque du « tableau familial parfait ». Et la femme porte ce masque si longtemps, qu'un jour, elle ne sait plus où finit le masque et où elle commence. Tu connais peut-être ça. Il est parti depuis des mois. Peut-être des années. Mais quand le vent claque une porte, cette crampe soudaine dans le ventre. Quand une voix masculine s'élève dans une voiture, ce froid qui se pose sur ta nuque. Quand le téléphone sonne à une heure imprévue, ce souffle court qui explose dans ta poitrine. Cet homme n'est plus là. Mais ton corps, lui,
est encore là-bas. Le corps n'a pas oublié. Le corps est toujours dans cette maison. Et puis le divorce arrive. Et tout le monde s'attend à un effondrement. Elle va craquer. Elle va s'écrouler. Elle va se retrouver, toute seule. Mais chez certaines femmes, c'est l'exact opposé qui se produit. Celle qu'on croyait fragile se transforme en une toute autre personne. Quelque chose commence à se relâcher. Au sens propre du terme. La mâchoire se desserre. Les épaules descendent. La respiration s'approfondit. Pour la première fois, depuis des années, la cage thoracique s'ouvre complètement. Elle goûte l'air qu'elle respire. Ce n'est pas un hasard. Le corps se souvient de ce que l'esprit a oublié depuis longtemps. La sensation de sécurité. Le système nerveux qui s'était verrouillé dans un environnement de menace chronique recommence à s'éveiller quand la menace disparaît. Mais cette fois, pas pour combattre ni pour fuir. Pour guérir. Pour revenir à soi. Les muscles du visage s'adoucissent. Le timbre de la voix change. Le contact visuel revient. Le corps commence à recevoir le signal « Tu es en sécurité maintenant ». Et ce signal déclenche une réaction en chaîne au niveau cellulaire. Les recherches en épigénétique le confirment aujourd'hui. Ton état émotionnel influence directement la manière dont tes gènes s'expriment. Les gènes de réparation, réduits au silence sous la pression chronique, se réveillent quand la pression disparaît. La cellule commence à se réparer. Le corps reçoit une sorte de mise à jour. Il tente de revenir à sa version originelle. La femme ne rajeunit pas, en réalité. Elle revient à son vrai âge. Ce faux vieillissement à cet âge que le narcissique lui avait imposé commence à tomber. Jung avait vu l'équivalent psychique de ce processus. Quand la persona se fissure, ce qui émerge n'est pas le chaos. Ce qui émerge, c'est le vrai soi. Brut, nu, effrayé peut-être, mais vivant. Et la vitalité s'inscrit sur le visage. Mais il y a un paradoxe ici. Et on ne peut pas l'ignorer. Lâcher prise libère. Oui. Mais lâcher prise fait aussi mal. Terriblement mal. Parce que ce que tu lâches, ce n'est pas seulement un homme. Ce que tu lâches, c'est une fausse identité construite pendant des années. Les habitudes accrochées à cette identité. Et même cette douleur familière dans laquelle tu te sentais en sécurité. Jung appelait cela l'imagination active. Ça peut sembler technique, mais c'est profondément humain. Pouvoir s'asseoir à la même table que la mort de ton ancienne fausse identité. Regarder cette douleur familière glisser de tes épaules. Sans refouler. Sans s'accrocher. Pouvoir dire, toi aussi, tu faisais partie de moi, puis lâcher. Porteur le deuil sans se perdre dans le deuil. Ressentir la douleur sans en faire une nouvelle identité. La traiter comme une invitée. Elle vient. Elle repart. La femme capable de cela est celle qui permet à la glace de fondre. Cette fonte fait mal. La glace craque avec bruit. L'eau qui en sort est d'abord trouble, froide, incontrôlable. Mais elle coule. Finalement, elle coule. Et ce qui coule est toujours plus vivant que ce qui était gelé. Revenir à la vie a aussi son lot de douleurs. Il y a quelque chose dont je veux te parler. Et c'est peut-être la vérité la plus dérangeante de cette vidéo. Un narcissique ne vole pas seulement ta force. Pas seulement ta confiance. Pas seulement ta voix. Il vole ton temps. Et il le fait avec une telle perfidie que tu ne t'en rends même pas compte. Un matin, tu te réveilles et 10 ans ont passé. 10 ans. Et dans ces 10 années, tu ne retrouves ni un seul instant qui t'appartienne, ni une décision, ni une joie. Tout tournait autour de lui. Ses colères. Ses besoins. Ses crises.
pendant ces 10 ans, tu n'as pas vécu. Tu as attendu. Attendu la prochaine explosion, la prochaine crise, le prochain silence punitif. En te disant peut-être qu'il changerait. Cette attente est le poison le plus profond qui fait vieillir un être humain. Les Grecs de l'Antiquité distinguaient 2 temps. Le premier, chrono. Le tic-tac de l'horloge. Les pages du calendrier. Un temps mécanique, linéaire, impitoyable. Le second, kéro. Le temps de la transformation. Le temps du sens. Ces instants où tu entends une phrase et tout bascule. Un matin, tu te réveilles et une clarté inexplicable descend sur toi. Tu plonges dans le regard de quelqu'un et tu sens le temps s'arrêter. Tu lis quelque chose, tu écoutes quelque chose, et plus rien n'est pareil. Ces instants-là, c'est kéro. Et la plus grande cruauté de la relation narcissique, c'est ceci, elle emprisonne la femme dans chrono. Elle tue kéro. Comment? Le narcissique vit dans le chaos. Mais ce chaos n'est pas aléatoire. Il est rythmique. Explosion, accalmie, lune de miel et explosion. Ce cycle règle le système nerveux de la femme comme une horloge. Mais cette horloge n'est pas la sienne. C'est celle du narcissique. Et entre-temps, il lui distribue de petites récompenses pour que son plan sournois fonctionne parfaitement. La femme perd son propre rythme. Ses propres saisons. Elle a juste le moment de pleurer, de rire, de parler au cycle du narcissique. Ses propres instants de kéro, ces moments transformateurs, chargés de sens, où le temps s'arrête, ne viennent plus. Parce que tout l'espace intérieur est occupé par le chrono du narcissique. Et dans le corps, tu sais comment cela se manifeste? Le rythme circadien, l'horloge interne du corps se dérègle. On ne sait plus quand se réveiller, quand dormir, quand avoir faim. Ce n'est plus le corps qui décide, c'est la menace extérieure. Le cycle de mélatonine s'effondre. L'architecture du sommeil se fragmente. Le sommeil profond, ce temps sacré où le corps se répare, disparaît. Et sans sommeil profond, le corps ne peut pas se régénérer. La peau ne se renouvelle pas. Le tissu musculaire ne se répare pas. Le cerveau ne peut pas éliminer ses toxines. La femme semble dormir, mais son corps ne s'est jamais reposé. Elle se lève le matin et son visage porte non pas une nuit, mais une année entière. Voilà encore une couche de ce faux vieillissement. Alors que se passe-t-il après le divorce? La femme prisonnière de chrono revient pour la première fois à son propre temps. Et ce retour prend parfois des formes étranges. Cette femme qui s'arrête soudain dans le silence de sa maison vide. L'horloge indique 3 heures. Et elle réalise que personne n'attend rien d'elle. Cet instant précis, il lui appartient. À elle seule. Cette seconde, c'est le retour de kéro. Et après le divorce, quelque chose s'éveille. Une conscience. Pour la première fois, la femme regarde non plus de l'intérieur des événements, mais de l'extérieur. Dans la relation narcissique, c'était impossible. Elle ne faisait que réagir. Elle ne pouvait pas observer. Ni réfléchir. La vie n'était qu'une chaîne de réflexes. Mais maintenant, elle s'arrête. Elle respire avant de ressentir. Elle attend un instant avant de réagir. Cette pause consciente réorganise les rythmes du corps. L'horloge circadienne se recalibre. Le sommeil s'approfondit. Et avec ce sommeil plus profond, la réparation commence. La renaissance commence. Et le paradoxe éclate exactement ici. Quand tu observes le vieillissement avec conscience, le processus ralentit. Parce qu'il n'y a plus de résistance. La résistance crée la tension. La tension crée le gel. Le gel crée le vieillissement. Mais une conscience éveillée ne résiste pas. Elle coule.
Elle observe. Et la femme qui observe, cesse de combattre le temps pour danser avec lui. Elle se réinitialise. Jung appelait cela la fonction transcendante. Le pont entre le conscient et l'inconscient. Quand ce pont se construit, les opposés se dissolvent. Chrono et Kéro cessent d'être ennemis. La femme vit dans le temps linéaire, oui, les cheveux blanchissent, oui, les rides se forment, mais elle apprend à semer des instants de Kéro dans chaque journée. Et ces instants sont des fissures qui s'ouvrent vers la rivière sous la glace. Chacune est petite. Mais chacune porte la VIE. Le secret de ces femmes ne se trouve ni dans une crème ni entre les mains d'un chirurgien. Elles sont leurs propres chirurgiens. Le secret est dans les profondeurs de leur âme. Mais la vraie question, nous ne l'avons pas encore posée. Ces morceaux se réconcilier avec l'ombre, lâcher le masque, se rendre au temps. Quelle est la force qui les unit tous? Comment se construit cette plénitude? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté. Tu as vu la femme gelée. Tu as compris comment la glace fond. Tu as senti comment le temps volé revient. Mais quelque chose manque. Tous ces morceaux, l'ombre, le masque, Chrono et Kéro flottent en suspens. Ils se reconnaissent mais ne se touchent pas. Comme les pièces d'un puzzle. Elles sont toutes sur la table. Mais l'image n'est pas complète. Jung a consacré la plus grande partie de sa vie à une seule question. Comment un être humain devient-il entier? C'est une question d'une profondeur vertigineuse. Jung y a dédié son existence. Et la réponse n'était pas simple. Mais en profondeur, elle pointait vers quelque chose de très clair, l'union des contraires. Ouvrons cela. Parce que ce n'est pas qu'un concept. C'est cette lumière mystérieuse que tu vois sur le visage de ces femmes. Chaque être humain porte en soi des pôles opposés. La force et la fragilité. Le contrôle et l'abandon. La colère et la tendresse. La maternité et la sauvagerie. La plupart des femmes choisissent un pôle. Et enterrent l'autre. Incapables de tenir les deux ensemble. Celle qui se dit « je dois être forte » rejette sa fragilité. Celle qui se dit « je dois être douce » efface sa colère. Celle qui se dit « je dois garder le contrôle » fuit l'abandon. Et la relation narcissique creuse encore cette fracture. Parce que le narcissique impose à la femme un seul pôle. Sois douce. Sois forte en apparence. Tais-toi. Porte tout. L'autre pôle, la femme qui se révolte, qui crie, qui désire égoïstement, qui ose dire qu'elle est épuisée et est enfermée à la cave. Et chaque pôle que tu rejettes, arrache un morceau de toi. Cet arrachement se lit sur le visage. Une mâchoire durcie. Un regard figé. Un front tendu. Des cernes creusées. Ce ne sont pas de simples tensions musculaires. Ce sont les traces de la division de l'âme inscrite dans le corps. Jung appelait cela le mariage sacré. L'alchimie intérieure. L'union des contraires. C'est l'une de ses découvertes les plus profondes. Et le secret des femmes qui rajeunissent après un divorce se trouve exactement ici. Ces femmes ont marié leur contraire. Elles peuvent être à la fois fortes et fragiles. Sages et enfantines. Sérieuses et joueuses. Indépendantes et capables de s'attacher. Ce n'est pas une contradiction. C'est la plénitude. Et c'est une force extraordinaire. En écrivant ces mots, j'ai devant moi une petite valise. En cuir, ancienne, les coins usés. Elle est vide. Mais elle a un poids. C'est cette valise que j'ai prise avec moi la nuit de mon divorce. Juste celle-là. Parmi des bagages entiers, je n'ai choisi que cette petite valise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai mis dedans. Mais quand je l'ai saisie, mes mains tremblaient, et ce tremblement n'était pas celui de la peur, c'était celui d'une naissance.
comme une contraction. À l'époque, je croyais que je quittais simplement cette maison. Que je fermais simplement une porte. En réalité, ce que j'ai laissé sur ce seuil, ce n'était pas un foyer. C'était cette femme coupée en deux que je portais depuis des années. La femme de la veille était divisée. Une moitié jouait le rôle de l'épouse parfaite. L'autre moitié pourrissait sous ce rôle. Mais à la seconde où j'ai pris cette valise, les deux moitiés se sont touchées pour la première fois. La parfaite et la pourrie se sont retrouvées dans la même main, le même tremblement, le même seuil de porte. Et crois-moi, cette valise semblait d'abord le symbole d'une fuite, mais elle s'est transformée en symbole d'une naissance. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce seuil. Et du visage de cette femme qui s'y tenait. Effrayée. Mais entière. Pour la première fois, je vois son visage entier. Cette réunification a une traduction très concrète dans le corps. Le conflit intérieur signifie une tension permanente. Le corps reçoit deux ordres opposés en même temps. Sois forte et effondre-toi. Tais-toi et crie. Le système nerveux oscille entre ces commandes contradictoires. Les muscles se contractent et tentent de se relâcher simultanément. Cela provoque des micro-déchirures dans le fascia. Des douleurs chroniques. Des tensions inexplicables. Mais quand les contraires s'unissent, l'ordre devient unique. Le corps sait quoi faire. Le système nerveux reçoit un signal cohérent. Les muscles se relâchent vraiment. Le fascia retrouve sa souplesse. Cet adoucissement inexplicable du visage, c'est exactement cela. Le reflet corporel d'une âme divisée qui se réunifie. Et ces femmes ont aussi construit un rapport différent avec la douleur. La plupart des gens fuient la douleur. Ou se perdent dedans. Les deux mènent au même endroit, l'épuisement. Mais ces femmes, au lieu de se noyer dans la douleur, la ressentent. Au lieu de s'empoisonner de colère, elles se tiennent en elles. Elles portent le deuil de leur perte, mais le deuil ne les retient pas prisonnières. C'est une ligne fine. Et marcher sur cette ligne prend des années. Pour certaines, moins. Mais celles qui marchent sur cette ligne développent une résilience émotionnelle. Et la résilience émotionnelle est le bouclier le plus puissant du corps. Chaque conflit intérieur non résolu est un point de tension. Chaque rancœur accumulée, une contraction. Mais la femme qui traite ses émotions avec conscience, envoie un signal constant de réparation à son corps. La paix de l'âme devient le remède du corps. Quand le mariage des contraires s'accomplit, la femme ne lutte plus contre ses morceaux. Elle les porte. Tous. L'obscurité comme la lumière. Et cette manière de porter, fait remonter la rivière à la surface. Mais désormais, la rivière ne fait pas que couler. Elle fait verdir la terre autour d'elle. La vie recommence à éclore. Et nous voilà à la dernière pièce. Peut-être la plus importante. Le secret de ces femmes n'est pas seulement d'avoir fait la paix avec leurs ombres. Pas seulement d'avoir lâché leur masque. Pas seulement d'avoir uni leurs contraires. Le vrai secret est dans leur manière de vivre. Jung appelait cela la vie symbolique. Une manière d'exister où chaque expérience porte un sens au-delà de ce qui est visible. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te donner un exemple très simple. Peut-être même un peu ridicule. Je me souviens de mon premier matin après le divorce. Je suis debout, seul, dans cette cuisine silencieuse. Je vais faire du café. Je fais du café depuis des années. Mais pendant des années, je le faisais comme il le voulait, lui. Sa tasse d'abord. Son sucre ajusté. Son timing respecté. Ce matin-là, j'ai eu l'impression de ne rien savoir. Je ne savais pas comment je voulais MON café. Combien de sucre? Avec du lait ou noir? Grande tasse ou petite?
D'abord, j'ai voulu rire de cette absurdité. Puis j'ai pleuré. Parce que cette tasse de café m'a montré à quel point je m'étais éloigné de moi-même pendant toutes ces années. Puis, j'ai fait quelque chose. Lentement, sans me presser, j'ai versé l'eau. J'ai regardé l'ébullition. J'ai respiré l'arôme du café. J'ai tenu la tasse à deux mains. Et quand j'ai pris la première gorgée, j'en ai vraiment goûté la saveur. À cet instant, cette cuisine est devenue un autre lieu. Ces 3 minutes de préparation sont devenues une rencontre. Avec moi-même. Depuis ce jour, ce café du matin est mon rituel. Pas seulement de la caféine. À chaque gorgée, je reviens à moi. Je me souviens de cette décision qui m'a libéré. À chaque gorgée. La vie symbolique dont parlait Jung n'est pas dans la tasse, elle est dans l'intention que je dépose dans cette tasse. Maintenant, réfléchis. Combien de gestes fais-tu en automatique? Combien de matins traverses-tu les yeux à moitié fermés? Combien de repas avales-tu sans en goûter la saveur? Combien de promenades termines-tu sans sentir la terre sous tes pieds? Tu sais ce qui fait vraiment vieillir les gens? Ce qui creuse les rides, affaisse les épaules, éteint le regard? L'absence de sens. Ne pas savoir pourquoi se lever le matin. Les jours qui se confondent. Ce sentiment chronique. Chaque jour la même chose, quelle différence? Ce vide s'inscrit dans le corps. Les épaules s'affaissent. Le regard s'éteint. La mâchoire se relâche. Une posture vidée de sa force. Le corps ne vieillit pas alors. Le corps perd son sel. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Chez les personnes qui portent un sentiment de sens existentiel, le cortex préfrontal, le centre de planification, d'intention et de signification du cerveau fonctionne de manière plus active. Cette activation équilibre le système nerveux. Le corps entre plus facilement en mode réparation. Le sommeil s'approfondit. L'immunité se renforce. L'absence de sens produit l'effet inverse. Le cerveau détecte une menace. Mais aucune menace concrète n'existe. Cet état d'alerte diffuse ronge le corps de l'intérieur. Comme une armée qui combat un ennemi invisible, elle finit par se consumer elle-même. Mais la femme qui vit symboliquement ne tombe pas dans ce vide. Parce que pour elle, aucun instant n'est vide. Chaque instant porte un sens. Le café du matin est une intention. Marcher sous la pluie, une purification. Croiser le regard de quelqu'un n'est pas qu'un moment social, c'est une brève rencontre entre deux âmes. Chaque petite chose porte une couche de plus. Chaque geste est chargé de sens. Et cette perspective transforme aussi les relations. Ces femmes ont appris à lire leur propre reflet dans ce qu'elles aiment. Une dispute n'est plus une guerre. C'est une nouvelle face de l'ombre qui se révèle. Une rupture n'est pas que douleur. C'est une invitation à une intégration plus profonde. Aucune expérience n'est perdue. Tout se transforme. Ces femmes portent aussi un rapport différent avec l'avenir. La plupart des gens regardent le futur de deux façons. Avec peur. Ou en s'accrochant à un passé nostalgique. Les deux sont le même piège. Les deux figent. Les deux font vieillir. Mais ces femmes ont développé ce que Jung appelait la pensée prospective. Une conscience qui sait que chaque instant porte un potentiel de croissance. Elles vivent pour devenir. Et cette intention se lit sur leur visage. Des expressions fluides à la place de traits figés. De la curiosité à la place de la peur. De l'ouverture à la place de la résistance. Leur visage n'est pas un visage qui se ferme, c'est un visage qui s'ouvre. Et la rivière sous la glace ne fait plus que couler. Elle a atteint la surface. Elle a vu le soleil. Elle a fait verdir la terre autour d'elle. Mais elle n'a pas encore rejoint la mer.
Il reste un dernier virage. Maintenant, arrête-toi un instant. Dans ce voyage, tu as vu quelque chose. Que la source de la jeunesse ne se trouve ni dans une crème, ni sous un bistouri, ni dans une formule. Que cette source est à l'intérieur. Que le vrai chirurgien, c'est Théoï. C'est ce que Jung a découvert tout au long de sa vie. La conscience et le corps ne sont pas séparés. L'état de ton âme façonne le destin de ton corps. Quand tu fais la paix avec ton ombre, ton visage se relâche. Quand tu lâches le masque, tes traits s'adoucissent. Quand tu reprends ton temps volé, ton regard s'éclaircit. Quand tu unis tes contraires, ta posture change. Quand tu te réveilles chaque matin avec un sens, chaque jour devient un renouvellement. Ces femmes n'ont pas découvert une formule magique. Elles ont permis à la glace de fondre. Elles ont accepté que la rivière en dessous avait le droit de couler. Et elles n'ont jamais cessé de la nourrir. Bien sûr, faire ce que je dis est loin d'être aussi simple que de le dire. Demain matin, tu vas te réveiller. Peut-être qu'une vieille photo apparaîtra sur ton téléphone. Peut-être qu'une connaissance commune prononcera son nom. Peut-être qu'au milieu de la nuit, cet ancien silence retombera sur toi et ton corps se crispera par réflexe. À cet instant, ce sentiment de plénitude que tu as ressenti dans cette vidéo s'évaporera. Les vieux réflexes se remettront en marche. La mâchoire se verrouillera. Les épaules se relèveront. Tu voudras remettre le masque. C'est parfaitement normal. Nous sommes humaines. Ça peut arriver. S'il te plaît, dans ces moments-là, ne te punis pas. Ne te juge pas en disant encore une fois, je n'ai pas réussi, je me suis encore figé. Ce juge intérieur fait aussi partie de ton ombre, ne l'oublie pas. Et si tu en as besoin, reviens ici, réécoute-moi. Observe simplement. Remarque cette tension. Et prends une grande respiration, puis murmure-toi ceci, ce n'est rien. La glace a repris un instant. Mais je sais comment dégeler maintenant. La rivière coule toujours. Ce voyage n'est pas une ligne droite. C'est un processus où tu avances et tu recules, où parfois la glace s'épaissit à nouveau, où parfois les fissures se referment. L'important n'est pas de ne jamais geler, mais de se souvenir, quand le gel revient, que l'eau coule toujours en dessous. C'est cette certitude qui te ramènera à toi-même. Et une dernière chose. Cette vitalité étrange que tu ressens près de ces femmes, ce sentiment que le poids du temps s'allège un instant. Ce sentiment est un rappel. Le rappel de quelque chose qui t'appartient mais que tu avais oublié. Cette rivière était à rivière. Elle a toujours coulé. Elle a toujours été là. Peu importe l'épaisseur de la glace, en dessous, la vie ne s'est jamais arrêtée. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est permettre. Permettre à la glace de fondre. À l'eau de couler. À toi d'être. Si ce voyage a remué quelque chose en toi, si tu as senti ta propre rivière sous la glace, laisse en commentaire. Je dégèle. Je rajeunis.